Madame, Monsieur, bienvenue à cette conférence organisée par la Fondation Création d'entreprise, filiale de la Banque centrale populaire. Alors, je vous rappelle que la Fondation elle a pour mission d'accompagner les porteurs de projets, les entrepreneurs, les TPME à travers un dispositif qui est non financier. Elle propose des services d'accompagnement à la création, au développement et à la pérennisation d'activités économiques via notamment une offre de conseils, de formation, mais aussi des outils pratiques. Alors, la rencontre d'aujourd'hui, eh bien, elle s'inscrit dans cette dynamique avec l'objectif de vous fournir aujourd'hui une série d'informations et de précisions autour du droit du travail. Pour cela, nous avons l'immense honneur d'accueillir l'expert en la matière, si Jamel Matsouk. Bienvenue, vous êtes professeur universitaire, spécialiste du droit social notamment, connu et reconnu à travers vos nombreuses interventions médiatiques, mais également vos ouvrages. Aujourd'hui, vous allez nous faire bénéficier de votre éclairage, de vos conseils pratiques sur les différents aspects juridiques à maîtriser, notamment lorsqu'on est porteur de projet ou lorsqu'on dirige une TPME. Première question peut-être introductive sur ce point-là. Lorsqu'on se lance dans un projet, qu'on a tendance et l'ambition de vouloir mettre en œuvre son propre projet économique, quelle place doit occuper la dimension juridique, notamment liée au droit social, dans le processus global? Bonjour Wadier, bien sûr, c'est un plaisir d'être aussi dans dans cette séance pour partager avec nos auditeurs, aux téléspectateurs, euh, j'espère, hein, donc un échange, un débat riche en informations relatives au droit social. Pour répondre à ta question, on va dire oui, l'aspect juridique est quelque chose d'extrêmement sensible et important, voire même stratégique pour la création d'une entreprise. D'ailleurs, d'où cette initiative qui est louable de la Fondation Création d'entreprise, qui est mettre à la disposition des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, anciens entrepreneurs, retraités, des gens qui ont envie de se relancer, recréer des entités productrices de richesses, de mettre à la disposition des experts, effectivement, pour partager avec eux leurs expériences et éventuellement répondre à leurs questions et leurs attentes. Alors, je reviens à la question. Oui, en effet, c'est stratégique de prendre en considération l'aspect juridique. Parce que qui dit juridique dit sécurité pour l'entreprise, dit pérennité pour l'entreprise, voire même la sécurité pour la personne de l'entrepreneur de l'entreprise, le dirigeant de l'entreprise. Parce que il n'y a pas que la personne physique qui encourt des risques sur le plan juridique, mais la personne morale peut aussi courir des risques sur le plan juridique. Donc, il va falloir les protéger, les prémunir et prévenir pour ne pas tomber dans des difficultés. D'où cet aspect juridique auquel il faut penser, c'est-à-dire créer des statuts correctement, créer l'entreprise correctement, suivre le formalisme, les conditions requises, il faut les respecter pour que la personne puisse asseoir son activité sur une assise juridique saine et pour qu'il puisse se lancer dans des horizons prometteurs, notamment sur le plan économique, financier, pour qu'il puisse arriver à aboutir à ses objectifs. On voit effectivement à quel point est-ce que c'est stratégique de prendre en considération ces éléments. Quels seraient cependant les points spécifiques sur lesquels il faut prêter une attention particulière, surtout au regard du cadre qui est celui de la TPME? Alors, pour une petite moyenne entreprise, au-delà de l'aspect financier, c'est-à-dire pour avoir les fonds, parce que c'est très important, il faut sécuriser tout le processus de la création d'entreprise et le processus de gestion, de vie, de fonctionnement de l'entreprise, pour éviter qu'il y ait des accidents, des crises cardiaques, des problèmes au cours du chemin qui peuvent être fataux pour l'entreprise. Donc, à quoi il faut penser? La première chose, à mon avis, c'est qu'il faut se faire entourer d'experts. Alors, vous allez me dire, peut-être on n'a pas les moyens pour se faire entourer d'experts, mais faites avec ce que vous pouvez. Il y a des experts qui peuvent assister des jeunes entrepreneurs, peut-être même bénévolement, pour répondre à leurs questions du début, pour pouvoir démarrer. Donc, faites-vous entourer d'experts. Si vous ne pouvez pas accéder des experts avec leurs honoraires, il y a des cliniques dans les universités et les facultés de droit, il y a des cliniques juridiques, des cliniques de droit, dans lesquelles
les professeurs dans ces cliniques, les professeurs ou la faculté met à la disposition peut-être de jeunes entrepreneurs, de citoyens lambda, des juristes, des professeurs qui sont là pour répondre à leurs questions. Donc, il y a plusieurs cliniques de droit, et des cliniques à Rabat, des cliniques, la faculté de droit de Rabat à Agdal, les cliniques à Casablanca, clinique à Mohamedia, clinique à Stade. Il y a pas mal de facultés dans lesquelles il y a des cliniques qu'il ne faut pas hésiter à saisir pour des questions comme ça de droit. Donc, c'est avoir un expert, avoir un spécialiste en droit pour pouvoir le conseiller. La deuxième, donc déjà quand on a cet expert, c'est le conseiller qui va nous accompagner dans le démarrage. Donc, il va nous accompagner dans le respect des conditions de création d'entreprise. Et après, dans le chèque, des engagements. Et le chèque, c'est une bombe pour moi, une bombe à retardement, une bombe qui risque d'exploser si on ne sait pas comment l'utiliser, comment la désamorcer quand il faut la neutraliser. Donc, Et dans les donc, cas où ils sont sans provision, bien évidemment, et les risques qui peuvent être et sans encourus. provision, parfois on donne des chèques de garantie, parfois il y a du faux dans le chèque, parfois il y a un problème de signature, parfois il y a un problème de non-conformité, parfois il y a un problème de procuration, parfois il y a un problème de co-signature. Il y a beaucoup de problèmes, il n'y a pas que la provision. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés au chèque et qui peuvent exposer le dirigeant ou Mhm. l'entrepreneur à une responsabilité pénale. Puis il y a le bail commercial, c'est-à-dire le contrat de bail. Quand on n'est pas propriétaire, on est en bail, on est un locataire. Et donc, le locataire aussi a des obligations qu'il faut respecter, notamment le paiement des impôts quand il faut payer les impôts, regarder les conditions d'exercice dans ce local de cette activité. Donc, il faut respecter ces conditions, il faut se comporter en bon père de famille, etc. Puis, il y a le travail avec les associés, la relation avec les associés. Il y a la relation avec les partenaires, il y a la relation avec les clients, il y a la relation avec le consommateur, il y a la relation avec les médias, avec les médias sociaux, Les réseaux, oui, les absolument. réseaux sociaux. Mhm. Alors, tout ça, ça expose le dirigeant ou le petit entrepreneur qui a envie de se lancer à je dirais, peut qu'il y ait une hémorragie de risque juridique, Ouais. des choses qui sont nées d'aujourd'hui. Par exemple, les réseaux sociaux, on n'a pas le droit de mettre n'importe quelle publicité. On n'a pas le droit de mettre des informations qui ont un caractère personnel, des données à caractère personnel. Donc, il faut être très vigilant. Et puis, il y a des assurances qui sont obligatoires, notamment l'accident de travail qui est obligatoire. Il faut faire très attention quand on recrute quelqu'un, parce qu'il se peut qu'on s'en sépare. Et quand on s'en sépare, il y a un coût. Donc, il faut que ce soit prévisible, il faut que ce soit budgétisé, sinon ça peut valoir la fin de l'entreprise, parce que c'est lourd, une petite entreprise qui commence un petit montant, un petit capital, et ne peut pas supporter Ouais. des choses qui sont très lourdes sur le plan financier. Un accident de travail qui survient d'un employé qui n'est pas assuré, ça peut coûter très lourd à l'entreprise s'il n'a pas une assurance accident de travail. La responsabilité civile également, l'assurance responsabilité civile. Donc, il y a Il y a une multitude effectivement d'enjeux qu'il faut prendre en considération et qui reflètent aussi les différents rapports qui vont émerger, qui vont survenir du fait de cette création d'entité bien sûr, juridique qui est oui, l'entreprise. Il y a le rapport vis-à-vis de soi-même, parce que l'entrepreneur, il est personne physique, comme vous le disiez très justement, mais il devient aussi d'une certaine manière le prolongement de la personne morale qu'il a créée. Mais il y a les rapports vis-à-vis des tiers, les rapports vis-à-vis de l'administration et par extension de l'État et les rapports vis-à-vis des collaborateurs. C'est cette catégorisation aussi qu'il faut avoir en tête dès le début. absolument, absolument. Il doit traiter avec tous ces gens-là, associés, partenaires, fournisseurs, clients, consommateurs, médias, administration publique, État, bailleur qui vous a fourni le local, les impôts, etc. Tout ça, il faut les assurances, la banque, qui est un partenaire aussi incontournable de l'entreprise. Donc, tous ces gens-là, là où il y a ces gens, là où il y a une relation avec ces gens, il y a du juridique. Ouais. Et donc, il faut sécuriser. Parlons de la relation avec les collaborateurs. Et notamment, vous l'évoquiez quand vous parliez de l'assurance accident de travail, parlons du contrat de travail. Quelles sont ses spécificités? Et là aussi, quels sont les éléments qui doivent attirer l'attention du chef d'entreprise, du créateur de la TPE, lorsqu'il est amené à engager une ressource? D'abord, alors,
une règle qu'il faut retenir, c'est que le contrat écrit n'est pas obligatoire dans la relation de travail. Il n'est obligatoire que dans deux cas. Mais avant de dire quand est-ce qu'il est obligatoire, je vais citer trois types de contrats de travail ou de relations de travail. Il y a trois qui sont reconnus par le Code du travail. Il y a le contrat de travail à durée indéterminée, et c'est le principe, ce qu'on appelle communément le CDI, un contrat de travail indéterminé. Il présente plus de sécurité pour le salarié, il présente aussi la sécurité pour l'employeur. Quand il tombe sur un bon salarié, il est content d'avoir pour une durée indéterminée un bon salarié. Mais il risque de lui coûter cher s'il décide de s'en séparer abusivement. Alors, l'employeur, pour éviter ce contrat à durée indéterminée, veut peut-être parfois opter pour le contrat à durée déterminée. Et c'est le deuxième type de relation de travail, le contrat à durée déterminée, qu'on appelle aussi communément le CDD. Pour le CDD, comme son nom l'indique, c'est une période déterminée. Alors, ça ne présente pas la même stabilité pour un salarié qui veut se marier, qui peut fonder une famille, qui veut avoir des engagements, qui veut faire des crédits, qui veut vivre, qui veut voyager. Hein? Vous allez travailler pour 6 mois, Ouais. c'est pas suffisant. Travailler même pour un an, c'est pas suffisant. La loi a mis un plafond de 2 ans, c'est pas suffisant. La visibilité n'est pas suffisamment prolongée et propulsée vers l'avenir loin. Donc, on se sent dans une situation un peu Ouais. fragile et Situation de fragilisée. précarité. Absolue Mm. précarité, tout à Mm. fait. Le troisième type, pour la troisième relation de travail, forme de relation de travail, c'est le contrat pour un travail déterminé. Alors, le contrat à durée indéterminée, le contrat de travail pour une durée déterminée et le contrat pour un travail déterminé. Ce sont trois types de relations de travail qu'on peut avoir. Alors, la première, le contrat écrit n'est pas obligatoire. Et c'est le principe. Et c'est la règle. Et la masse que nous avons, c'est le contrat à durée indéterminée. Donc, il n'y a pas d'écrit. Et des gens se posent des questions. Euh, Mandi Choura, qu'est-ce qu'il entend par Mandi Choura? C'est-à-dire, je n'ai pas de contrat de travail. Et puis, subsidiairement, il entend, je ne suis pas déclaré à la CNSS. Ce sont les deux choses. Je n'ai pas de contrat écrit. Donc, dès lors que le salarié n'a pas de contrat écrit, ils se sont un peu pris au piège, menacé, fragilisé, et ce n'est pas stable pour lui. Donc, il lui faut un contrat écrit. D'où donc, je conseille aux entrepreneurs de faire un contrat par écrit, de le formaliser, même s'il n'est pas obligatoire dans le contrat à durée indéterminée, formaliser le contrat de travail, parce qu'il va protéger et l'employeur et le Oui, salarié. parce que ça fait courir des risques importants. Et la relation, quand vous dites qu'il n'y a pas d'écrit, c'est qu'on formalise la relation euh, contractuelle par rapport à différents critères, la subordination, la présence de manière régulière au sein de l'entreprise. Quels sont... Le Code du travail répond à un certain nombre de Hmm. choses, parce que le Code du travail apporte le BABA, le minimum de droits. Le contrat de travail peut apporter un plus en matière de droits, droits avec des minuscules, Hmm. droits avec des minuscules et S à la fin, Hmm. pour les salariés, mais aussi des droits pour l'employeur, de la clarté pour l'employeur, un pouvoir clair pour l'employeur, des clauses claires pour l'employeur qui sont un plus. Et puis, au-delà du contrat de travail, il se peut qu'il y ait la convention collective. La convention collective est censée encore apporter davantage de droits aux salariés. Et donc, il a intérêt à faire, je vous donne un exemple, quand l'employeur a droit, a intérêt à faire cette clause de mobilité. C'est que, par exemple, un employeur n'a pas le droit de faire changer le lieu de travail de son salarié, d'une ville à une autre, ou d'un pays à un autre. Je suis à Tanger, l'employeur n'a pas le droit de me muter à l'Arrache, ou à Tétouan, ou à Rabat, ou à Cannes. Ça, c'est le principe. Le Code du travail le prévoit. J'ai accepté de travailler chez vous à Tanger, c'est pour rester à Tanger. S'il faut changer Tanger par une autre ville, il faut mon accord. Je ne peux pas me muter sans mon accord. En revanche, quand il y a la clause de mobilité dans le contrat, quand l'employeur met la clause, quand il y a un contrat écrit et qu'on y met clause
de mobilité. L'employeur se donne le droit de muter le salarié à toute autre ville, voire même à l'international. Donc, quand il te dit, je te mute vers telle ville, tu n'as pas le droit de dire non. Donc là, en l'occurrence, effectivement, il est fondamental et important quand on envisage la dimension contrat à durée indéterminée pour l'entrepreneur de réaliser un acte écrit qui va à la fois, bien sûr, protéger les droits du salarié, mais également le protéger lui dans sa relation avec son salarié. Dans quel cas recourir à tel ou tel type de contrat, entre le CDI, le CDD ou le contrat en fonction d'une mission, surtout quand on vient de lancer une structure qui démarre et où l'activité n'est pas encore florissante. Très bien. Alors, toutes les entreprises nouvellement créées ont le droit d'opter pour un contrat à durée déterminée, parce que ça fait partie des cas limitatifs, prévus d'une façon limitative par le législateur. Quels sont les cas dans lesquels je peux, moi, employeur ou entrepreneur, recourir, engager des personnes pour un contrat de travail à durée déterminée? Il y a 5 cas. Le premier cas, c'est un remplacement d'une personne qui est partie en congé de maternité, d'accident de travail, etc. Donc, j'avais un salarié, il est parti pour une raison. Il va s'absenter 3 mois, 2 mois, 6 mois. Je vais devoir le remplacer. J'ai le droit de créer un contrat à durée déterminée. C'est-à-dire, je remplace. Une fois que la personne reprend son travail, cette personne remplaçante doit partir. Je n'ai pas d'engagement avec elle, sauf la durée. Deuxième cas, c'est quand j'ai une activité saisonnière. J'ai un stand, un kiosque où je vends des pizzas au bord de la mer. Je ne travaille que juin, juillet, août. Je ne peux pas engager un serveur avec moi toute l'année. Je vais fermer toute l'année. Mais 3, 4 mois, je vais ouvrir. Donc, j'ai le droit d'engager une personne pour un contrat à durée déterminée parce que j'ai une activité saisonnière. Ensuite, quand j'ai une commande exceptionnel. Je suis une entreprise qui travaille, je travaille normalement avec 5 personnes, mais là, exceptionnellement, on avait un besoin spécifique au Maroc et j'ai reçu une commande de 100 fois mon activité. Alors, si j'engage quelqu'un, je ne vais pas l'engager, je vais l'engager pour cette commande. Une fois cette commande est achevée, la personne est libérée et l'employeur est libéré. Troisième cas. Le quatrième cas, c'est quand je crée une entreprise pour la première fois. Je ne sais pas est-ce que ça va marcher. Donc, je ne peux pas m'alourdir par un salarié qui restera avec moi, que je dois indemniser si jamais on se sépare. Donc, un contrat de 3 ans, 3 mois, 6 mois. Le législateur a prévu 1 an, renouvelable une seule fois. C'est-à-dire maximum pour cette entreprise nouvellement créée, un contrat de 2 années. Et je trouve ça très encourageant, très incitateur de l'entrepreneur pour pouvoir se lancer et peut-être engager une personne. Cinquième cas, et c'est le dernier, lorsque je lance un nouveau produit dans une entreprise ancienne, un nouveau produit qui nécessite des ingénieurs, des techniciens ad hoc, c'est-à-dire spécialisés. Je ne peux pas engager une personne pour toujours, alors que le produit, je ne sais même pas si ça va marcher. J'ai créé tout un Par département. extension, c'est comme si c'était une nouvelle activité, quoi. Oui, mais il est dans la même Dans la même entité. structure, absolument. Donc, ce sont les 5 cas dans lesquels l'employeur a droit de recourir à un contrat à durée déterminée. Et je conseille vivement toutes les entreprises qui se lancent pour la première fois d'opter pour des contrats à durée déterminée pour voir si ça marche. Le contrat sera converti en contrat à durée indéterminée, maximum au bout de 2 années. Si ça ne marche pas, eh ben, on se sépare au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, et sans qu'il y ait de dégâts. Le salarié a sa visibilité, il est dans un contrat à durée déterminée. L'employeur ne veut pas vendre sa maison pour régler un problème d'entreprise qu'il a créé alors qu'il vient à peine de créer. Alors j'imagine que toutes ces questions, tous ces éléments-là suscitent pas mal d'interrogations de la part des personnes qui nous suivent et je vous invite d'ores et déjà à formuler vos questions. Ostad Zamaturf, ce fera un plaisir d'y répondre dans un instant. Autre aspect, lorsqu'on parle du contrat, donc de la relation de travail, on est entrepreneur dans une activité, une structure nouvellement créée, on doit embaucher, mais on doit embaucher avec une contrepartie qui est la rémunération. La question du salaire, comment on la gère, comment on la règle? Il y a des éléments prévus par la loi, mais il y a aussi une marge de manœuvre et de négociation qui peut être Et aucun établie. élément n'est prévu par la loi sauf le SMIC. Et pour moi, le SMIC, c'est juste un minimum qui déjà
pour moi, c'est un SMIC qui est tout à fait théorique. C'est un SMIC qui est applicable. Il n'est pas appliqué. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des activités, et ça me fait mal au cœur. Ça me pince le cœur quand je vois que des gens qui sont dans les nettoyages, qui sont dans la sécurité privée, des agents de sécurité privée, travaillent 12 heures par jour et ne perçoivent que 1500 et 2000 dirhams, voire 2500 dirhams. Même pas le SMIC. Et ils sont des milliers, les femmes de ménage. Donc, à quoi bon parler du SMIC quand il n'est pas appliqué? Il est applicable. Applicable, ça veut dire selon la tête du client, selon la tête et la conscience de l'entrepreneur. Donc, et malheureusement, quand on a un petit entrepreneur qui commence, ah ben lui, il a peur. Donc, il va appliquer le SMIC, ce qui alourdirait son budget. Mais quand il s'agit de loi, il faut la respecter. Donc, le SMIC aujourd'hui, il est 3100 dirhams. Mais à part le SMIC, il n'y a aucune limite à la question du salaire. Il est libre entre l'employeur et le salarié de discuter, de négocier et de se mettre d'accord sur le salaire. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut préciser, c'est que l'employeur doit faire attention quand il précise un salaire, il faut qu'il spécifie est-ce qu'il s'agit du net ou du brut. Quand il s'agit du net, ça veut dire qu'il faut ajouter après tout ce qui est IR, tout ce qui est charge sociale, etc. Et puis quand il y a du brut, ça veut dire le salarié doit s'attendre à ce qu'il y ait un prélèvement ce montant. Parce que parfois le salarié se dit, ah, donc il m'a dit, je vais toucher 5 000 dirhams. Et dans son bulletin de paie, il trouve 3 500 dirhams. Mais c'est parce on a convenu 5 000 dirhams. J'ai reçu que 3 000. Ben oui, 5 000 dirhams, c'était peu. Donc, il faut payer ceci, payer cela, etc. Donc, il faut faire très attention sur est-ce que le brut ou le net. Ça doit être spécifiquement inscrit, notamment dans le contrat du travail et défini pendant la négociation. Le cadre de travail, c'est aussi quelque chose qui est fondamental. Quelles sont les obligations du chef d'entreprise lorsqu'il va donc intégrer des ressources en termes de cadre et surtout en termes de sécurité dans les conditions de travail? Bien sûr, un salarié a le droit de travailler dans des conditions de dignité, de respect de sa sécurité, de son corps physique. Euh, dans le lieu de travail. Et donc, l'employeur a plusieurs obligations à ce niveau. D'abord, quand on a plus de 50 salariés, il faut consulter un médecin de travail. Parfois, les entreprises peuvent être, pour se réunir, s'assembler pour avoir euh, un seul médecin, se réunissent qui travaillent de proximité, qui sont mitoyennes des entreprises. Quand il s'agit d'un petit entrepreneur, il n'a pas besoin de médecin de travail, mais il doit veiller à ce que le lieu, le local dans lequel le salarié travaille soit dans des conditions de sécurité correctes, notamment pas de risque de produits chimiques quand on est dans une petite usine de peinture où on fait des analyses, donc on peut être exposé à des produits qui sont chimiques, donc il faut faire très attention. Quand il s'agit d'un travail de chantier, il faut faire attention dans la mise en tenue. Il faut mettre un masque, il faut mettre des casques, il faut Les mettre des équipements de lunettes, il sécurité faut mettre des que vous chaussures antidérapants et solides parce que parfois il y a des clous qui montent quand on est avec des sandales ou des chaussures civiles de ville, alors qu'il faut des chaussures de chantier. Il faut mettre des gants. Parfois, ils protégeaient les oreilles avec les casques, comme je disais tout à l'heure. Parfois, ils mettent des tenues correctes quand on travaille dans le four ou dans le frigo, hein, contre la chaleur, la température, et donc il faut faire très attention. Alors, tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle la sécurité des obligations que l'employeur doit respecter. Quand on est dans une entreprise, bien sûr, on a un comité d'hygiène et de sécurité, on a les délégués qui sont impliqués, on a le conseil, le médecin conseil, le médecin de travail qui est impliqué avec des visites périodiques, etc. Donc tout ça, c'est sur un plan sécurité du travail. Il faut aussi l'assurer contre les agressions. C'est-à-dire, quand il y a un trajet que le salarié doit faire et que ce trajet se trouve sillonné, jalonné de risques, il faut que l'employeur lui assure un transport. Parce que je trouve parfois des femmes qui se réveillent à 5 heures du matin pour rejoindre une usine. Et ils habitent dans la campagne. Et pour aller à l'usine, il faut faire peut-être 10 kilomètres ou 7 kilomètres à 5 heures du matin.
Donc, il leur faut du transport parce que sinon, il va faire du transport clandestin. Parfois, il va marcher et là, elle s'expose. Quand elle fait du transport clandestin, elle n'est pas assurée. S'il y a un accident de travail, elle n'est pas assurée. L'assureur va sortir la carte de l'exception de garantie, de l'exception d'assurance. Il n'assure pas les personnes qui sont transportées à titre onéreux dans un transport qui est clandestin, qui n'est pas autorisé. Et donc, se faire agresser aussi sur le chemin. Donc, là aussi, c'est important. Et tout ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle, c'est commandé par ce qu'on appelle le lien de subordination qui existe entre l'employeur et le salarié. Et ce lien de subordination, c'est l'âme même du contrat de travail. C'est-à-dire le salarié euh, se sente il y a une pression sur lui, cette dépendance, ce pouvoir que l'employeur a. C'est pour ça, quand il a un accident sur la route, vers le lieu de travail ou vers son domicile habituel, quand il y a un accident sur la route, c'est un accident de travail. C'est parce qu'il est encore sous pression. Même quand il est sur le chemin pour aller au lieu du travail, il est pressé, il est stressé, il veut être à l'heure, il a une réunion, etc. La même chose quand il rentre chez lui. Il était au travail, donc il pense encore au travail, donc il se peut qu'il y ait un accident. Cet accident est assimilé à un accident de travail, ça s'appelle un accident de trajet. Ça veut dire que l'entrepreneur doit avoir ceci en considération. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir les assurances nécessaires C'est pour l'accident cela. de travail, c'est Mhm. l'assurance accident de travail. D'ailleurs, quand on parle droit social, il faut qu'on distingue entre droit social et droit du travail. Quand on parle droit du travail, on est uniquement dans la relation, le contrat de travail. Quand on parle droit social, on intègre dans la relation de travail les accidents de travail, les maladies professionnelles et la sécurité sociale. Ce qui m'amène à la question suivante. Quand on recrute, là aussi, dans la relation qu'on a avec le collaborateur, il y a toute la dimension déclaration. Et donc, quelles sont les garanties qu'il faut prévoir et quelles sont les obligations, les engagements que l'entrepreneur doit mettre en œuvre sur le plan notamment administratif au niveau de la déclaration de son collaborateur, du Alors, salarié. quand on dit déclaration, bien sûr, tu entends la déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, parce qu'il n'y a pas de déclaration aux impôts en ce qui concerne le salarié, hein, il y a un prélèvement, il n'y a pas de déclaration. Mais la déclaration, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, d'abord, il y a une information qui est erronée parce que certains employeurs se disent non, il faut attendre jusqu'à ce qu'il soit titulaire pour pouvoir le déclarer à la CNSS. Non, on le déclare dès le premier jour. Donc, si j'ai un bordereau qui est envoyé à la CNSS ou qui est rempli, saisi, parce qu'il y a une voie électronique de déclaration, le mois qui suit le recrutement. Je l'ai recruté le 5. Donc, la fin du mois, si je dois faire un bordereau à la CNSS, ce salarié doit figurer dans ces bordereaux. Donc, je déclare à la CNSS. Cette personne est en cours de stage, c'est moi, en période d'essai. Une fois titulaire, il continue toujours la déclaration. Alors, cette déclaration est très importante parce que d'abord, elle permet aux salariés, au-delà d'un délai de carence, un délai légal, de bénéficier donc de l'assurance maladie obligatoire, donc cette prestation qui est importante pour le salarié, des allocations familiales, s'il a des enfants, c'est important parce que quand on bénéficie de cette déclaration, de cette allocation familiale, on encaisse 300 dirhams par personne pour les trois enfants. C'est pas rien quand on a 900 dirhams pour trois enfants, pour quelqu'un qui touche 2500 dirhams ou 3000 dirhams. 900 dirhams, c'est parfois 50% de son salaire. C'est 20%, c'est 30%, c'est énorme, c'est important. Donc, il ne faut pas le priver de ce droit, de un. Deux, il y a la retraite. Donc, quand on est jeune, on ne fait pas attention à la retraite. Et l'employeur, parfois, oublie quand il voit un salarié devant lui qui est jeune, il ne pense pas à sa retraite. Alors qu'il faut qu'il agisse comme un bon père de famille. Il faut qu'il pense à ce salarié comme s'il était son fils et qu'un jour, il aura 60 ans. Et malheureusement, quand on a 60 ans, mais dans les années prochaines, ça ne va pas être plus 60 ans. Ça va être 62 ans, ça va être 63, 64, 65. On va même peut-être arriver avec ces gouvernements que nous avons, cette qualité de gouvernants que nous avons, on va peut-être arriver à 70 ans. Pour l'instant, on reste à 60. Donc, dès maintenant, même si le salarié n'a que 25 ou 30 ans, il faut Ah oui, lui il préserver. Et lui faut, doit s'en préoccuper aussi oui. vis-à-vis de Mais son parfois, employeur. même s'il s'en préoccupe lui, il n'a pas de pouvoir pour faire quelque Hmm. chose. Alors, là encore, malheureusement, le salarié n'a que les yeux pour pleurer en ce qui concerne cette question de déclaration.
Parce que quand il va à la CNSS pour déclarer, encore pire aujourd'hui, la Caisse nationale de la sécurité sociale se trouve envahie, submergée. Elle est engloutie, elle est absorbée, elle est imbibée dans un liquide gluant qui l'empêche de bouger. C'est quoi? C'est cette généralisation de la couverture sociale où la CNSS avait l'habitude de gérer 4 millions de personnes. Maintenant, elle doit gérer 10, 11, vers 20, vers 30 dans les horizons. 30 millions. Alors déjà aujourd'hui, elle est à 11 ou 12 millions de personnes. C'est énorme. Non, non, non seulement il y a ça, il y a la migration aujourd'hui des gens de la CNOPS vers la CNSS. Alors, toutes ces contraintes que vit la CNSS, comment elle va pouvoir se permettre qu'une fois elle a reçu une plainte d'un petit salarié qui va lui dire, Madame la Caisse nationale de sécurité sociale, mon employeur ne me déclare pas chez vous. Il faut venir faire votre contrôle. C'est impossible de faire aujourd'hui le contrôle avec ces contraintes. C'est l'occasion, à travers une rencontre comme celle-ci, puisqu'on s'adresse justement à des personnes qui sont peut-être passées par le salariat et qui aujourd'hui décident de se lancer à leur compte et de créer leur propre entreprise, d'où leur présence parmi nous aujourd'hui, de dire qu'il faut aussi faire preuve de responsabilité. Ça fait partie du rôle aussi de l'entrepreneur, c'est de créer son activité et d'être et d'agir, comme vous le disiez très justement, en bon père de famille Ah, bien sûr, bien sûr. Sauf que ou bonne mère de famille, bien évidemment. oui, un bon père de famille, c'est une expression empruntée au droit romain. Ça veut dire faire tout ce qu'il faut faire, comme si tu étais le père de Mhm. avec ses enfants. Donc, euh, quand j'ai parlé tout à l'heure de la Caisse nationale de sécurité sociale, j'espère que le cliché n'était pas réducteur de ce qu'il est en train de Bien faire. sûr. Non, mais il est Mhm. dépassé. Elle est dans des chantiers énormes, historiques pour le Maroc. Et si elle réussit ce challenge, il faut faire la révérence Mhm. aux gens de la Caisse nationale de la Il y a une sécurité. responsabilité des citoyens aussi, parce que l'État ne peut pas tout. C'est aussi à nous, chacun à notre poste de là où nous nous trouvons, de jouer notre rôle, et notamment en tant qu'entrepreneur, de déclarer ce qu'il y a à Oui, déclarer. et dès De- le premier jour, je ne sais pas si c'est permis de prononcer quelques mots en arabe. Bien évidemment, au contraire, Ah, c'est très bienvenu. parce que j'ai ce principe sacrément sacré de parler arabe quand il faut parler arabe et uniquement arabe, et Là, parler français ici, quand il on peut parlait. être sur les Alors, deux, sur de la j'ai mixité. horreur de mélanger, mais là, je ne vais pas mélanger. C'est juste euh, pour dire quelque chose qui ne peut s'exprimer qu'en arabe. Les Marocains peuvent me comprendre. نهار الأول الإنسان ما يكبرش كرشو. كنقصد من النهار الاول يحسب شنو اللي عليه. Je parle de l'entrepreneur. Ouais, C'est-à-dire il doit payer ce qu'il doit faire dès le premier jour. Parce que quand il part déjà sur un mauvais pied, tu ne peux pas après 6 ans, ou après 6 mois, ou après un an lui dire eh, mais tu ne payais pas les droits des salariés à la CNSS, il faut payer. Il dit mais je ne peux pas, je ne peux pas. Alors que s'il démarre dès le premier jour avec ses frais et avec ses prévisions, il partira sur un bon démarrage et il respectera les droits. Mais quand on le fait après des années, on lui dit il faut régler, le type est habitué à un chiffre d'affaires, à des bénéfices, à des charges, et tu viens lui dire il faut augmenter les charges, c'est très ça difficilement déséquilibre effectivement acceptable. l'activité de l'entreprise. Donc, Donc, autant dès partir le sur de début, bonnes bases. exactement. Il y a une question que vous évoquiez tout à l'heure, Simatsour, la question du contrat à durée déterminée. Euh, il y a une interrogation ici de la part de Meriem qui nous suit, qui nous dit si l'entrepreneur signe un CDD de 12 mois et qu'au bout de 6 mois, il souhaite rompre le contrat, quel est le droit pour le salarié? Qui souhaite rompre? Alors, L'employeur ou le salarié? c'est l'employeur. Alors, quand l'employeur rompt le contrat avant son échéance, sans qu'il y ait faute grave, il doit payer les 6 mois à échoir, qui ne sont pas échus. Donc, le salarié a travaillé 6 mois, il lui reste encore 6 mois dans Il le doit lui contrat de payer travail. ses 6 mois de Il doit salaire. lui payer ces 6 mois. Parlons maintenant d'une question aussi qui est centrale et qui varie en fonction de l'activité, qui est celle des heures de travail et de la flexibilité du temps de travail. En la matière, que dit le code et quelles sont les libertés ou les marges de manœuvre qui peuvent exister, encore une fois, dans l'optique d'un porteur de projet ou d'un créateur d'entreprise nouvellement généré?
Alors, les heures de travail, en principe, on a 44 heures par semaine et on a 2288 par an. Il faut rester dans cette marge. On peut la dépasser de 1, de 2, de 3%, c'est-à-dire ne pas dépasser les 10 heures par jour, parce qu'on a 8 heures par jour, mais au-delà, il faut payer les heures supplémentaires. Supplémentaire. Et ces heures supplémentaires dépendent de la nature de... Vous allez me permettre d'éternuer? آه سي وديع كنت راح دير الغماري الله يحفظه هذا كنهضر انا وياه وجاتني شي كحه ولا شي حاجه قلت له باش تجيب لي شي نشرب الماء تزيد لي هو جاي هو جاي من ما جاي الله يرحمه في هذه الايام آه Les Et heures de travail, hein. donc, dans ces heures de travail, il faut, ça dépend des heures supplémentaires, ça dépend du jour dans lequel je vais travailler ces heures supplémentaires. Donc, quand c'est un jour férié, il est à 100%. Quand c'est un jour de fête, il est à 200%. Quand c'est la nuit au-delà de 22 heures, c'est aussi un coefficient, etc. Donc, des heures supplémentaires, elles sont dues. Et il y a aussi une question qui se pose, mais cette fois-ci, je vais parler de grandes structures. Il y a des directeurs ou des chefs de département, chefs de division, de chefs de service qui font des heures supplémentaires et qui se disent, est-ce que moi j'ai droit à des heures supplémentaires? Ou que les petits salariés, pour lui, les petits salariés, ça veut dire ceux qui ne sont pas cadres, qui sont des agents de maîtrise, ou des employés, des ouvriers. Eh bien, la loi n'a pas éliminé les dirigeants ou ceux qui ont des Mhm. responsabilités. Sauf qu'هما بهذه العبارة ما عندهم وجه باش يطلبوا les heures supplémentaires. يقول لك أنا je suis dans la direction, ou je suis dans le comité Ouais, directeur, ou je ça fait suis partie du responsable. job. On C'est sait la bien que ça fait partie du responsabilité. job. J'ai une petite prime qui s'appelle prime responsabilité. Mhm. Mais ils ont droit aux heures Mhm. supplémentaires, à l'instar des ouvriers, des agents de maîtrise, etc. Quand on lance une nouvelle activité, encore une fois, on est dans une phase d'installation, d'instauration de certains réflexes, d'une certaine organisation. Est-ce que Pas le de code du flexibilité. travail, Non, voilà, permet une non, flexibilité? non. Mais Les aucune. mêmes heures, le même... Hein. c'est légal, c'est Mais il pratiqué peut y et avoir appliqué pour quand tout on le est sur monde. des activités, par exemple nocturnes ou des activités qui demandent de grands Non, il déplacements. faut juste respecter la loi. Par exemple, la femme n'a pas à faire des activités nocturnes. Les enfants moins de 15 ans n'ont pas à faire une activité nocturne. Euh, des shifts qui se font. Il faut respecter Mhm. les horaires. Il faut que ce soit clair dans le Mhm. contrat, qu'il y ait des relais, etc. Il ne faut pas que le salarié soit surpris. Il travaille pendant des années. Le jour et un jour, on va lui dire tu vas travailler pendant la nuit. Donc, ce n'est pas prévu dans le contrat. On n'a pas le droit de lui faire faire ce genre de choses, etc. Donc, il faut être juste en conformité avec la loi. La gestion des congés, là aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Que dit la loi et quelles sont les obligations qui s'imposent aux chefs d'entreprise lorsque la relation de travail est nouvelle? Alors, la règle qu'il faut retenir en matière de congé, c'est que le congé se donne d'un commun accord, se décide d'un commun accord. Suivant un planning, des discussions, des débats, on se met d'accord et on signe les congés. Exceptionnellement, l'employeur peut imposer un congé quand il s'agit de l'intérêt de l'entreprise. Il faut que ça soit caractérisé, justifié par l'employeur. Sinon, ça serait abusif. Le congé, c'est un jour et demi par année d'ancienne, par mois de travail. Donc, ce qui fait, en fin d'année, on a 18 jours de congé. Ces 18 jours vont être majorés d'une seule journée pour chaque période de 5 années, au-delà des premières 5 années de travail, d'ancienneté. Donc, on a travaillé 5 ans, j'ai une ancienneté de 5 ans. Donc, au bout de la cinquième année, j'ai 18 plus un jour. Donc, ça fait 19 jours. Dans la 10e année, une fois fini la 10e année, j'ai 18, 19, 20 jours. Donc, c'est majoré une journée par 5 années d'ancienneté. Et si l'employeur, le chef d'entreprise et le salarié ne se mettent pas d'accord, quelle est l'issue? On peut recourir à l'inspecteur de travail. Mhm. On peut solliciter son arbitrage. Mais généralement, on trouve toujours un accord parce que là, l'employeur continue toujours à exercer son pouvoir. Hein, disant qu'il va de l'intérêt, il faut qu'il y ait des équipes qui assurent la permanence. Donc, il a toujours des... comment justifier parfois quand il impose délicatement, gentiment, et certaines façons de prendre les congés. Mais il faut faire attention, ne pas laisser écouler plus de 2 années sur un congé qui est dû, parce qu'il y a prescription. Ça veut dire que le congé est Mort.
est éliminé. est parti. C'est-à-dire, je suis en 2025, je n'ai pas le droit de demander mon congé de 2020. Mhm. Enfin, j'ai le droit, mais l'employeur peut On peut facilement dire que m'opposer. Il y a il n'est plus prescription. Donc, pour d'actualité. arrêter ou rompre cette prescription, j'ai le droit de faire, j'ai cette possibilité, c'est que je dois envoyer un courrier avec accusé de réception à mon employeur pour lui dire, j'ai pas pris mon congé. Là, je suis en 2025, j'ai pas pris mon congé de 2023. Je demande mon congé. Et en 2026, je réclame encore De mon congé de 2024. 2023. Et en 2027, je continue toujours à réclamer Ah, de 2023. Comme ça, je jusqu'à casse ce à que vous chaque fois obteniez. la prescription Mhm. parce qu'à chaque fois, quand j'envoie un courrier avec accusé de réception, je relance le délai de Mhm. deux De ans. 2 ans. Je D'accord. le rafraîchis. Je réinitialise mon congé, mon délai de 2 ans de prescription. Donc, il est préférable pour l'employeur, notamment dans des petites structures, pour ne pas De tomber dans liquider. ces de liquider et de permettre effectivement Chacun prend son congé. aux salariés de prendre Alors, leur congé. il y a une question, on va dire, si tu permets aussi, c'est que quand parfois je suis en congé et que je tombe malade, Mhm. 3 jours. Moi, j'ai pris 5 jours de congé et je suis tombé malade pendant 3 jours. Alors, c'est quoi? Mhm. Est-ce que je continue, je continue pas? Ou alors il tombe un jour férié Mhm. dans mes 5 jours de vacances, de congé. Est-ce que mes 5 jours seront majorés, prolongés d'une journée du jour férié, des jours de maladie ou pas? Donc oui, quand c'est justifié par un certificat médical, oui, Ça veut dire qu'on peut décaler la absolument. durée, Je qu'on suis est en tombé train, je dans le suis cadre d'un congé. censé rentrer lundi. Il y a un jour férié dans les 5 jours que j'ai Oui, tu peux pris. décaler. Je rentre le mardi. Mhm. La gestion des absences, là aussi, c'est quelque chose dans la relation entre l'entrepreneur et le collaborateur qui est parfois une chose qui est parfois épineuse. Comment est-ce qu'on gère ces situations-là? Quelle est l'obligation du salarié ou du collaborateur et quelle est la précaution à prendre par Alors, l'entrepreneur? cette question d'absence, on est généralement censé avoir un appareil de pointage où je conseille également à ces entrepreneurs d'avoir une caméra et d'informer les salariés qu'il y a une Qui a caméra. une caméra, bien sûr. Il est interdit de filmer les salariés Oui, oui. Donc, sans leur les caméras, consentement. ça nous aide beaucoup à observer les rentrées, les sorties, le comment, le où, le avec qui, le quelle heure, etc. C'est important. Mhm. Pour le salarié que pour l'employeur. Je ne dis ça pas pour que l'employeur espionne son Mhm. salarié, mais parfois, ça joue en faveur du salarié de prouver que Il était bien cette là. situation était légale. Et donc, cette question d'absence, la loi a prévu une absence de 8 après-midi, 8 demi-journées dans la même année, ou 4 journées successives ou successives. Il y a faute grave. Ça, c'est l'absence. Alors, vous allez me dire, et s'il y a quelqu'un qui s'absente un quart d'heure, puis un quart d'heure, il est en retard d'un quart d'heure, d'une demi-heure, d'une heure, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cumule pour dire qu'il y a Mhm. 4 jours, donc c'est la moitié, 4 heures, donc c'est la moitié de la journée, donc c'est une après-midi ou matinée d'absence? Je considère que généralement, on peut là utiliser les mesures disciplinaires, notamment un avertissement. Mhm. Quand il y a un retard de un quart d'heure, on fait un avertissement. Et puis, on peut mettre une note de service pour dire au-delà de 5 minutes de retard, la personne se réputée être absente pour la matinée. Donc, vous n'êtes pas censé même rentrer. Mhm. Donc, vous n'allez pas être payé pour la matinée et c'est une matinée absence pour une matinée. Donc, s'il vous faut 7 autres pour dire que c'est une faute grave. Il faut juste qu'on soit clair. Répartis dans l'année. Oui, dans la même année. Dans la même année. Il y a une tendance, d'ailleurs, depuis le Covid, qui est une période où on vous a beaucoup entendu, vous évoquiez Salah el-Din Romari, Allah yarhamou, et beaucoup de questions se posaient à l'époque, et il y a une tendance donc, qui a émergé à la suite de cela, qui est celle du télétravail, notamment à l'international, un peu euh, ici aussi au Maroc. Quelle est la possibilité, sur le plan légal ou sur le plan de la pratique, de recourir à ce type d'activité à distance Alors, lorsqu'on est dans une on n'a entreprise. pas encore de législation, je dirais, satisfaisante que mérite le télétravail. On n'a pas de télétravail, on n'a pas enfin, on n'a pas de législation ad hoc Hmm. spéciale télétravail ou le travail à distance. Mais on en parle timidement. Parfois, on peut faire des connotations. Donc, ça serait bien d'avoir une législation spéciale télétravail pour qu'on établisse un peu les conditions, etc. Parce que c'est flou. On ne sait pas, est-ce que le lien de subordination est absolu? Est-ce que quand vous avez un accident de travail chez vous,
une femme qui fait le télétravail. Et pendant qu'elle travaillait devant son ordinateur, à 10 heures, elle était censée pointer à 8h30. Il est en face de son ordinateur, donc il est là, il y a un meeting, on travaille, oui, il est présent, les collaborateurs, tout le monde là. Et là, à 10 heures, il oublie qu'il avait la cocotte minute dans la cuisine ou il avait laissé le feu dans la cuisine. Donc, il va tout de suite pour éteindre le feu, elle glisse et elle tombe. Est-ce que c'est un accident de travail? Alors, si elle reste devant son écran et qu'elle trébuche là tout de suite, c'est un accident de travail. Mais quand elle va dans la cuisine, est-ce qu'elle n'a pas rompu la relation de travail? Elle est rentrée dans une sphère de vie privée. Quand elle va dans les toilettes, est-ce que je suis dans la continuité du lien de subordination ou non, je suis toujours dans le lien de subordination ou j'ai rompu le lien de subordination parce que j'ai pris mon temps, je suis chez moi, etc. Ça m'a donné envie de prendre une douche. C'est pas, donc, tout ça, ça nécessite une surveillance, ça nécessite une conscience, mais malheureusement, quand on n'a pas une législation qui est sérieuse, rigoureuse et claire, eh ben ça dérange, ça dérange. L'employeur se sont lésés dans les heures de travail du salarié. Le travailleur se sent un peu plus à l'aise chez lui, donc il peut se permettre des pratiques qui vont peut-être au-delà des intérêts ou à de l'encontre l'entreprise. des intérêts de l'entreprise. Donc il faut vraiment Tout ça est à régler. Ouais. préciser ces conditions. Alors, des questions, et d'ailleurs, je vous Mais ce n'est invite. pas interdit. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas Donc, d'un interdit. commun accord, ça peut être Absolument, oui. établi, là aussi. Mesdames, messieurs qui nous suivez, vous pouvez donc commencer à nous envoyer vos différentes questions. On en a reçu une première, la seconde vient de tomber. C'est Mustapha qui nous demande, Sima Turk, si on opte pour un contrat ANAPEC de 24 mois et qu'après 6 mois ou 12 mois, on titularise le salarié, quelle serait la date d'ancienneté qui serait la base du calcul de la prime d'ancienneté? Est-ce que Le début. c'est le début depuis le Du contrat contrat ANAPEC? d'APEC, oui. Uhum. C'est considéré, parce qu'il faut protéger le salarié. 2 ans d'un APEC, c'est pas rien pour quelqu'un qui va avoir une ancienneté de 3 ans Mhm. en tout avec les 2 années d'un Mhm. APEC. Donc, le salarié est toujours dans la partie faible. Il faut la protéger. D'ailleurs, je n'arrive toujours pas à comprendre, mais ça, c'est une approche capitalistique, mercantiliste, de domination et de pouvoir des gens qui ont les capitaux, qui vont investir, c'est que je ne comprends pas comment on peut permettre aujourd'hui à l'employeur de licencier librement un salarié sans qu'il y ait de motif, Mhm. sans qu'il y ait de faute grave. Mhm. Un employeur peut décider un lundi matin d'empêcher une personne de rentrer au travail Mhm. sans aucun motif. De quel droit? Et pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que la loi le permet. Mhm. Il n'est pas interdit par la loi. Il y a des compensations par ailleurs. Oui, compensation quand? Dans un an, dans 2 ans, il faut aller au tribunal, il faut dépenser de l'argent, payer des taxes. Enfin, pas des taxes parce que c'est Mhm. exonéré dans le droit du travail, mais payer des honoraires ou supporter des honoraires d'un avocat, des transports, des déplacements, des aléas de la justice, la lenteur de la procédure. Mais pendant ces années, 1 année ou 2 années, qu'est-ce que je vais faire, moi qui avais une petite famille, moi qui avais des charges, moi qui avais une maison, un loyer, des enfants scolarisés, une maman qui est malade, moi-même qui suis malade, ma mère, ma femme qui est malade, mes enfants qui nécessitaient des soins. Est-ce que vous suivez avec moi, si vous Oh, voulez? oui, je suis. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir ce pouvoir Mhm. absolu de se débarrasser d'un salarié de cette manière abusive, sans motif valable, sérieux, réel, et lui dire, va au tribunal. Mhm. Quand le tribunal te donnera tes droits, je suis là pour exécuter. Ça revient Non, à ça prend 1 an, ça prend 2 ans. De quel droit je vais faire subir à ce salarié 2 années de malheur? Il va même peut-être divorcer. Il va même voir éclater sa famille à cause de ce problème, de ces problèmes financiers qu'il risque d'avoir. Oui, vous allez me dire, mais peut-être il va facilement rebondir. Oui, pas tout le monde a cette chance. Pas tout le monde a cette chance. Une personne qui a 55 ans, à 5 ans de la retraite, et plus tard, 15 ans de la retraite, comment il va faire pour être repêché ailleurs? C'est pas évident. Mhm. Il a des traites, il a des crédits. Donc, tout ceci, pourquoi? Parce que c'est ce que je suis en train de miroiter, moi. État, gouvernement, à l'investisseur,
pour l'attirer vers moi. Je dis, tu peux investir et tu sais, si tu veux te séparer d'un salarié, tu peux t'en séparer. Mais il y a des indemnités à verser. Et puis, il y a une responsabilité aussi à enclencher, responsabilité sociale. C'est-à-dire que quand on est aussi créateur d'entreprise, et notamment les nouvelles générations qui arrivent, ça fait partie des considérations qu'il faut avoir en tête, surtout quand on est passé par une carrière de salarié, et effectivement être conscient, comme vous le disiez tout à l'heure, dès le début, de tout ce qui est à notre charge. Il y a une responsabilité, certes, qui est financière, il y a une responsabilité sur le plan de la sécurité, mais il y a aussi une responsabilité morale vis-à-vis de ce Éthique. collaborateur et éthique vis-à-vis de ce collaborateur Alors, qu'on engage avec nous dans pour, l'aventure. pour que je ne sois pas juste en train de poser des problèmes, j'ai aussi des propositions. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure de déclaration de la CNSS, Oui. j'ai dit c'est un rêve aujourd'hui, avec les chantiers qui sont ouverts au niveau de la CNSS, qu'un salarié puisse voir sa déclaration ou sa plainte aboutir. Donc, pourquoi ne pas permettre à des jeunes, 600 jeunes, 1000 jeunes, 2000 jeunes, avec des contrats à durée déterminée, faire ce travail de terrain Mhm. et d'aller enquêter et contrôler les entreprises Mhm. avec des garde-fous, avec des accompagnements, avec etc., pour pouvoir faire déclarer tout le monde. Aujourd'hui, c'est désolant de trouver que tous les serveurs, je mettrai en guillemets tous les serveurs de café, ne sont pas déclarés à la CNCC. Les travailleurs, les serveurs dans les restaurants, les petits restaurants, ne sont pas déclarés à la CNCC. Les serveurs, les livreurs de produits à manger, de fast-food, etc., ils sont livrés à eux-mêmes. Pas de déclaration de la CNCS. Ils se battent même pour avoir la qualité de salarié. Est-ce qu'ils sont salariés ou ils ne le sont pas? Les agents de sécurité ne sont pas tous déclarés à la CNCS. Les femmes de nettoyage ne sont pas déclarées à la CNCS. Alors ces gens-là, c'est une catégorie qu'il faut protéger, qu'il faut relever un peu du bas. Ça fait mal le bas. Ça fait froid le bas, c'est dur le bas. Il faut les lever un peu avec un petit geste comme ça. 2000, 3000 jeunes recrutés dans toutes les agences de la sécurité sociale. Allez, il faut les inséminer dans toutes les entreprises, toutes les fermes, tous les restaurants, pendant 6 mois. Et ils seront payés leur salaire. Et moi, c'est nécessaire, encaisser des millions de dirhams pour ces entreprises qui doivent payer les obligations. On va me dire, oui, mais vous allez faire pression sur ces petites entreprises Oui, mais ça, pour payer les et droits. ça commence par, encore une fois, une prise de conscience et la dimension éthique et responsable. Parce que, effectivement, si on a ces éléments-là en tête, ça limite d'autant les comportements en marge de la loi. C'est Une ma deuxième proposition, on va dire, si Tfaddal. tu peux, parce Et on qu'il ne prend faut la question pas, ensuite du là, pour public. qu'il n'y ait pas Tfaddal. uniquement des problèmes. Là, j'ai horreur de poser juste des problèmes sans qu'il y ait des propositions. Pour le licenciement abusif, Oui. licencier quelqu'un qui a des engagements. Il faut, il faut, il faut se mettre à la place de cette personne fraîchement mariée, 3 ans de mariage, 5 ans d'ancienneté, 8 ans d'ancienneté dans une entreprise, et du jour au lendemain, il se trouve licencié. C'est vrai, au tribunal, il va avoir ses droits, parce que c'est un licenciement abusif. Mais pendant un an, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, le gouvernement a prévu l'indemnité pour perte d'emploi. Mais cette indemnité pour perte d'emploi, c'est un échec aussi. Ça a échoué. Ça n'a pas, ça n'a pas marché. J'espère d'ailleurs, la CNCC est en train de travailler dessus pour réformer cette loi, pour la rendre un peu plus fluide, pour permettre effectivement d'atteindre son objectif, qui est de permettre à cette personne de vivre avec un minimum pendant 6 mois. C'est une initiative très louable de la part du gouvernement et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais moi, je voudrais aller au-delà. C'est créer un fonds quelque part Fonds de garantie. Ouais. pour verser à ses salariés une provision sur indemnité et va au tribunal. Quand tu auras gain de cause, je te prélèverai ce que tu as payé. Mais ce fonds va permettre d'avoir la paix sociale. Je suis responsable du bonheur dans la famille. C'est-à-dire, le bonheur, ça te regarde toi et ta femme et tes enfants, oui, c'est ta responsabilité. Mais sur le plan social, sur le plan gestion des affaires, sur le plan économique, social, sociétal, c'est ma responsabilité, mon gouvernement. Donc, je participe dans ton bonheur. Je ferai tout pour que tu restes heureux chez toi, même si tu es licencié. Fais ta procédure et après, on fait les comptes. Et le mieux, c'est d'avoir des entrepreneurs et des recruteurs
des créateurs d'entreprises qui sont conscients de ces enjeux-là et qui ne basculent pas dans le licenciement abusif. On a une autre question, c'est Matsouk, de Ahmed qui nous dit, est-ce que la rémunération d'un stagiaire est obligatoire et quelle est la durée maximale d'un stage au sein d'une entreprise? Alors, la rémunération n'est pas obligatoire parce que pendant un stage, c'est qui profite en principe du stage? C'est le stagiaire. Mhm. Donc, il est en train d'apprendre. C'est lui qui est censé payer. Il n'est pas censé être payé. Oui. Mais comme la règle est inversée, c'est-à-dire l'employeur utilise le stagiaire pour faire un travail lourd et sérieux et des tâches qui sont, euh, je dirais, comment on les appelle? Indésirables ou ingrates parfois, hein, un cumul de petites tâches. Et là, on recrute un stagiaire et lui dit, allez, il faut me liquider ça. Alors là, j'ai le sens, sur le plan moral, sur le plan éthique, je sens une obligation de le payer. Parce qu'il a trimé, parce que je l'ai fait Et ça fait du bon travail, ça. Ouais, bien travailler. sûr. Donc, mais sinon, il n'y a pas d'obligation. On peut mettre un contrat dans lequel il y a un stage sans La durée du rémunération. stage, Il n'y a pas il n'y a pas de limite de limite en et on soi. peut se mettre d'accord aussi que le stage soit payé. Mhm. En amont, absolument. Autre question qui nous parvient de Mounir qui nous dit, est-ce que le maintien d'un collaborateur en activité, tiens, ça va nous intéresser, ça, après la retraite, est considéré comme une continuité du CDI ou est-ce que c'est un CDD puisqu'il est limité dans le temps? Alors, en principe, légalement, quand on veut maintenir un salarié au-delà de l'âge de retraite, il faut une autorisation et une procédure. C'est une autorisation qui doit être demandée au ministère de l'Emploi. Autrement dit, son contrat doit être visé par le ministère de l'Emploi. Et c'est un contrat prolongé pour une année renouvelable une seule fois. Au-delà, c'est terminé. Alors, si je le recrute et que la CNSS est au courant qu'il est en train de travailler dans l'entreprise, la CNSS va lui arrêter la retraite et va plus lui verser la pension de retraite. Parce que la retraite est incompatible avec l'encaissement d'un quelconque autre salaire. Tu as un autre salaire, j'arrête la retraite. Donc, ce que je conseille à ces gens-là, c'est éventuellement opter, et c'est très pratique, notamment dans les écoles privées. Il y a des professeurs qui sont partis en retraite, eh ben, les écoles privées les repêchent, hein, avec leur expérience, etc. Ils les engagent, mais ils sont en train de chercher comment les engager. Donc, quand ils le font travailler, c'est avec un contrat. S'ils font le contrat, est-ce qu'ils doivent déclarer à la CNSS? Est-ce qu'ils doivent payer les cotisations? La CNSS leur dit non, ils sont âgés plus de 60 ans. On n'a pas le droit d'encaisser pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, la porte de l'auto-entrepreneur est ouverte à ces gens-là. Parce que quand tu ne reçois pas un salaire, mais tu as un revenu, tu peux bénéficier de ta pension de retraite. Parce que la pension de retraite est incompatible avec un salaire. Mais quand tu es un entrepreneur, tu n'as pas un salaire, tu as un revenu. هناك فرق بين الدخل والأجر ولكن القانون جدي يتكلم على الأجر ما هضرش على الدخل لا حالة التنافي ما بين الأجر مع التقاعد إن هذا ماشي أجر هذا دخل إن أوتو entrepreneur a le droit de travailler. Auto-entrepreneur ou entrepreneur tout court. On n'est pas obligé d'être dans le statut d'auto-entrepreneur. Un retraité peut créer sa propre Bien sûr, entreprise oui, une entreprise, et avoir un revenu absolument, ça, entreprise cumuler personne avec, physique, et avoir une et la partie cumuler déclaration. avec sa Mais retraite. il doit payer son IR, il doit payer, Ouais. c'est-à-dire, il paye même pas, oui, l'IR si c'est une personne physique, et puis l'IS si c'est une Personne personne morale. euh, morale. On a une autre question face aux nombreuses irrégularités constatées dans le secteur du tourisme, notamment le non-respect de la déclaration à la CNSS. Vous l'évoquiez, des cotisations et la durée légale des CDD. Quelles sont les actions concrètes qui seront mises en place pour renforcer les contrôles dans les entreprises en infraction? Bon, il n'y a pas de mesures, ce n'est pas vous qui allez les décider, mais effectivement, ça rejoint ce que vous disiez par rapport à la nécessité de contrôler et de vérifier l'état des La déclarations dans les CNSS, différentes structures. la CNSS fait autant que faire se peut, mais elle n'est pas aujourd'hui, encore moins aujourd'hui, dotée des moyens et des ressources nécessaires Mhm. pour pouvoir affronter ce problème de fraude à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Et pourtant, nous perdons énormément Mhm. dans notre société, mujtama, en privant des gens de la déclaration à la CNSS. Mhm. Nous perdons, et ça nous coûte
de l'argent de ne pas déclarer. Parce que ne pas déclarer me provoque quitter l'école, me provoque divorce, me provoque bagarre, me provoque misère dans laquelle vivent les personnes, me provoque infraction, criminalité, me provoque déstabilité sur un plan social et sociétal. Tout ça, c'est à cause du sentiment d'être marginalisé. Un agent de sécurité sociale, imagine-le, il travaille 12 heures par jour, il touche 2500 dirhams. Quand il n'est pas déclaré à la CNSS, quel est le sentiment qu'il a? Un seul sentiment. C'est le seul sentiment qu'il a. Mais aucun sentiment d'appartenance, de fierté d'être dans ce pays. Et pourtant, il a de quoi, ce pays a de quoi qu'on soit fier de ce pays, de ce que nous avons réalisé dans ce pays. Mais ces catégories de gens, il faut penser à eux. Il faut que l'État se secoue un peu et retrousse les manches et pense à ces gens qui sont dans le bas. Je réitère et je souligne, ça me fait mal. Les femmes de nettoyage, les agents de sécurité, ces gens qui travaillent dans les maisons, les gens de maison, les chauffeurs, les jardiniers, les femmes de maison et les hommes de maison, tous, les gens du textile, les gens du bâtiment, ce gens-là, ils font une part importante de notre société. Il faut prendre soin de ces gens. Pour revenir effectivement, encore une fois, hein, on insiste sur la dimension éthique et responsable du chef d'entreprise à qui incombe tous ces éléments-là et qui est un élément central de la consolidation de notre société et de la préservation de ses droits. Euh, Effectivement, lorsqu'on démarre une activité ou lorsqu'on démarre une collaboration, on s'inscrit dans une dynamique, en général, normalement, très positive, et on oublie la fin de l'histoire. Là, en l'occurrence, dans la relation de travail avec le collaborateur, quels sont les garde-fous, quels sont les éléments qu'il faut intégrer pour que la séparation, il faut la prendre en ligne de compte et l'envisager, ne se passe pas de manière conflictuelle et qu'on n'arrive pas avec ces considérations liées au procès et aux tribunaux dont vous parliez à l'instant. Alors, déjà, le fait d'avoir un contrat écrit, ça peut faire gagner beaucoup de choses en termes de clarté, de stabilité, d'assurance pour les deux parties. Et puis, respecter, je dirais, pas la loi, être éthique peut m'éviter d'aller au tribunal. Si je suis bien éduqué, moi, employeur, si je suis bien éduqué, je n'irai au tribunal que lorsque je suis en face d'un salarié pas du tout scrupuleux, un truand. Mais chaque fois, quand j'ai un bon salarié en face de moi, avec qui j'ai envie de me séparer, si je suis bien éduqué, on ne va pas aller au tribunal. Hmm. Et donc ça, ce sont des éléments à prévoir en L'éducation. amont. L'éducation. L'éducation, effectivement, sur la dimension morale et sur la dimension responsable. Sur le plan contractuel, quels sont les Alors, paramètres qui peuvent permettre justement d'envisager une rupture et une quand j'ai séparation parlé d'avoir un Mhm, contrat, c'est ce que je sous-entends. mhm, Ça veut dire mettre les clauses qu'il faut, c'est-à-dire la clause de mobilité, la clause de non-concurrence. mhm, C'est-à-dire une fois tu as démissionné ou tu es libéré ou tu es licencié, tu n'as pas le droit de t'installer pour ton propre compte ou chez un concurrent pendant une certaine mhm, période dans un espace géographique. Mais aussi, il faut prévoir dans la clause de non-concurrence une indemnité de compensation. mhm, Quand j'interdis à une personne de travailler dans la concurrence, eh bien, il faut que je récompense cette privation. Parce que la Constitution et les conventions internationales garantissent aux salariés le droit au travail. Alors, de quel droit, moi, en vertu d'une clause dans un contrat de travail, je vais lui interdire de travailler? C'est c'est aux antipodes, c'est incompatible avec les conventions internationales. mhm, Et quand on a cette incompatibilité, bien sûr, c'est la Convention et la Constitution qui s'appliquent. Donc la personne va travailler. Mais si je veux que ces gens puissent ne pas travailler pendant 6 mois, comme j'ai fait dans le contrat, il faut que je l'indemnise pour ces six mhm. mois. Par C'est une rapport indemnité à... compensatrice. Donc, ce sont ces clauses. D'ailleurs, je suis en train de finaliser mon dernier livre sur le contrat de travail et ses clauses. Et là, je suis en train de travailler sur toutes les clauses qui peuvent être prévues dans un contrat. D'abord, la clause sur la formation. Une personne qui démissionne, donc tu dois rembourser ce que l'employeur a payé pour
information. La clause de non-concurrence, la clause de mobilité, les déplacements, les changements de lieu de travail. Euh, il y a ça s'appelle des clauses que l'on peut mettre Dans le dans le contrat de contrat. travail. Effectivement, ça sera très, très utile et pratique pour notamment ceux qui nous suivent et qui continuent à nous envoyer leurs questions. Avant de prendre une des questions qui vient d'arriver, d'ailleurs, je précise que vous avez déjà un ouvrage, en plus de celui du contrat de travail, qui va paraître sur justement le droit social et toutes les questions qui se posent dans la relation entre le salarié et l'entreprise, que j'avais eu le plaisir d'évoquer avec vous en d'autres lieux pour sa version française et qui est maintenant disponible en arabe. Tout à Avec fait. quel titre? avec le titre 134 سؤال وجواب مع موقف الاجتهاد القانوني. Voilà. يعني c'est des questions de droit de travail avec la position jurisprudentielle. C'est des questions pratiques, des Mm. vraies questions pratiques de vraies personnes. Hein. C'est-à-dire, oublions les personnes, mais leurs problèmes sont là. Mm. Les problèmes, les vrais Oui, problèmes, des sujets auxquels vous avez été confrontés dans le absolument. cadre de votre parcours. Pendant presque, c'est un travail de 20 ans. C'est pas un travail de 2 ans, de 3 ans. Et donc, effectivement, on pourra, en le consultant, et j'ai eu le plaisir de le lire en français, y trouver pas mal des réponses aux questions qui se posent dans le cadre du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On poursuit, c'est maintenant que dans le cadre d'un conflit, avant d'aller encore une fois devant la justice, quelles sont les issues qui peuvent s'ouvrir sur le plan de la résolution d'un différend entre le chef d'entreprise et son collaborateur, son salarié? Alors, quand un employeur est de bonne foi et quand un salarié est de bonne foi, ils trouveront une solution tous les deux. Quand parfois il y a quelqu'un qui abuse, soit l'employeur, soit le salarié, ou les deux, chacun tire de son côté et personne n'est de bonne foi. Là, il n'y a que le tribunal. Malheureusement, l'inspecteur de travail n'a pas de pouvoir pour imposer une solution. Mais il peut essayer. Il fait la médiation, il rapproche les avis et il peut concrétiser sur un PV de conciliation l'entente qu'il y a eu entre l'employeur et les salariés. Et puis, en dernier lieu, il y a le tribunal. Mais si le contrat de travail prévoit une clause, notamment la clause compromissoire ou la clause d'arbitrage, là, on est obligé de passer par arbitrage avant d'aller au tribunal. Et donc, l'arbitrage se trouve aussi comme étant un mode alternatif de règlement de ces conflits sociaux. Parfait. Question suivante. Dans le cas d'une expatriation, est-ce que l'employeur est tenu de se conformer au code du travail du pays d'expatriation, où donc le collaborateur a été envoyé, que ce soit en termes de jours fériés ou en termes de durée de congé? Ou est-ce que c'est le droit national du lieu d'établissement de l'entreprise qui s'applique? Alors, supposons que j'ai un contrat de travail au Maroc avec un Marocain pour une entreprise marocaine. Mhm. Et puis, pour une raison ou une autre, j'ai envoyé cette même personne à Belgamo, en Italie, pour travailler là-bas, n'est-ce pas? Absolument. C'est dans ce sens. C'est dans ce sens que ça Qu'est-ce qui te cloche. fait sourire, Wadia? Non, c'est l'Italie, c'est bien. Donc, il est là-bas. Alors, qu'est-ce que moi je vais appliquer? Bien sûr, je vais lui appliquer, c'est un contrat qu'il est avec moi dans l'entreprise au Maroc. Donc, je vais lui appliquer le droit marocain en termes de salaire, de droits, d'avantages, etc. Mais pour une question pratique, une fois là-bas, il ne va pas travailler tout seul pendant Noël, par exemple, Mhm. parce que Noël, tout le monde est en vacances, il va être tout seul dans l'entreprise. Donc là, il y a une adaptabilité aussi à la réglementation locale, mais sur certaines choses. Mais les choses fondamentales, c'est le droit applicable, c'est le droit marocain, c'est ce qu'on va lui appliquer en cas de licenciement. C'est au niveau du droit marocain, et au niveau des indemnités, c'est le droit marocain, et il se peut qu'il y ait d'autres avantages qu'on peut lui accorder, mais qui viennent s'ajouter à tous ceux qui sont fondamentaux au droit marocain. Question par rapport à un point que vous avez évoqué en termes de clause de non-concurrence. Comment est versée l'indemnité de compensation? Comment elle est évaluée? Et notamment, est-ce qu'elle est versée au moment du départ du salarié? Alors, cela dépend de l'employeur. Mais parfois, on peut, au moment où on lui donne son solde de tout compte, prévoir un montant dans le solde de tout compte. Ça s'appelle l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence. Donc, on lui donne un montant. Ce montant, bien sûr, doit être correct. Il ne faut pas qu'il soit n'importe quel montant. Parce que je prive quelqu'un
d'un an de travail à Casablanca. C'est un ingénieur en chocolaterie. Il ne va pas travailler en dehors de Casablanca pour la chocolaterie. On n'a pas d'usine à, à Ben Guerir ou à Tanger. Donc, supposons que les grandes usines de chocolaterie, les chocolatiers, c'est à Casablanca. Et je lui ai interdit de travailler à Casablanca pendant un an. Je dis n'importe quoi, juste un exemple. Un an. Alors, je dois lui verser quelque chose qui correspond à un an de salaire. C'est-à-dire que cette personne doit vivre ou un petit peu moins. Mais il doit vivre correctement pendant cette période pour respecter cette clause. Sinon, il va devoir aller travailler à Tanger s'il trouve un autre chocolatier. Et donc, soit je le verse dans l'indemnité, cette indemnité dans le solde de tout compte, c'est spécifié, soit à part un chèque, mais il faut qu'il y ait un document dans lequel c'est reconnu, c'est l'indemnité compensatrice. Certains employeurs sont un peu plus ingénieux et malicieux. Ils mettent une clause dans le contrat de travail et considèrent que le salaire que perçoit le salarié actuel dans le contrat de travail contient 10% qui correspond à l'indemnité compensatrice de la clause de non-compensation. Ça veut dire que la clause s'applique sans compensation après la rupture du contrat. Et donc, tu es censé être récompensé au fur et à mesure Oui, de pendant. l'écoulement de ton contrat. Mhm, Alors que, non, c'est très malicieux, mhm. c'est très pernicieux. C'est-à-dire, j'ai convenu avec vous un salaire de 5 000 dirhams. C'est bon, Allah yahdik, Allah yahdik. Le contrat, on met une clause. 500 dirhams des 5 000 que tu touches correspond à. Alors, in fine, il va falloir qu'on calcule. Si tu as travaillé 3 ans, tu as pris 500 dirhams par mois, on multiplie par 36, ça nous donne combien? Est-ce que ça correspond à une indemnité sérieusement compensatrice de la privation du droit au travail, in fine? Et ça, c'est le juge qui doit le décider. Mais ce sont les deux formules qui existent pour concrétiser l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence. Une autre approche dans la prévention des conflits, dans la gestion de la relation entre l'entrepreneur et ses collaborateurs, c'est celle de la gestion et de l'évolution de carrière. Là aussi, quels sont les éléments qui peuvent être envisagés en amont pour faire en sorte que la relation se déroule de la manière la plus pacifique, la plus cohérente et le mieux possible Est-ce sur que la tu durée? parles de la rupture, au moment de la Non, rupture, au non, moment non, de non, non. de la vie? Pendant la vie de C'est-à-dire, quelles l'entreprise, sont les choses qu'on peut prévoir en termes d'évolution de carrière qui font que euh, on ne peut pas anticiper sur la carrière dans un contrat. On ne peut pas promettre à quelqu'un une promotion dans un contrat parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va donner. Et la promotion m'engage si je le mets dans le contrat. Mais Mhm. s'il n'a pas été à la hauteur, Mhm. je lui dois quand même cette promesse. Hein? Mais il peut y avoir, par exemple, on peut très bien envisager D'autres choses. une évolution de carrière avec, de manière établie sur le plan de l'ancienneté, par exemple, ou sur le plan La de l'ancienneté, c'est l'atteinte la loi. certains. C'est la loi qui le prévoit. L'indemnité de l'ancienneté, c'est la loi, c'est légal. Que tu travailles, que tu sois un bras cassé, Mhm. que tu sois ce que tu sois, tu as tes augmentations légales au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 12 ans, etc. Hein? Ça ne se discute pas. Mhm. Je parle de la gestion de carrière Mhm. au-delà du légal, Mhm. contractuel. Mhm. Ce que je peux prévoir, c'est ta formation, Ouais. c'est des stages, Mhm. Un c'est plan de un. carrière. Hein? Un plan de carrière peut être conditionné par de la performance. Oui, quand il y a de la performance, forcément, je vais te récompenser. Mais si je chiffre ça dans le contrat, oui, je gérerai ta carrière avec une promotion promise et écrite, consignée sur le contrat, avec la condition de réaliser ce chiffre d'affaires, Mhm. avec la condition d'atteindre ces objectifs, avec la condition d'élargir l'assiette de notre portefeuille. Oui. Question par rapport à un autre cas pratique. Alors, un salarié confirmé, nous dit-on, qui est chef de cuisine et qui refuse d'assister à des réunions, qui refuse de collaborer avec les autres départements de l'entreprise, comment l'employeur pourra prouver son refus ou bien quelle démarche peut-il entreprendre pour mettre de l'ordre dans Alors, l'organisation? d'abord, ça, c'est une faute grave qui peut justifier sans licenciement, sans indemnité, ni préavis. Mhm, Le fait de refuser d'assister à une réunion. mhm, Ça fait partie du pouvoir exorbitant, important de l'employeur, qui est mhm. le lien de subordination.
Et il doit lui notifier. Ah oui, pour le Très bien. prouver, il faut que ce soit par écrit. Mhm. C'est-à-dire, je t'invite, je te convie à une réunion qui tiendra lieu telle heure, telle minute, telle seconde, Mhm. tel local, en présence de telle personne, pour l'objet, avec l'ordre du jour, éventuellement. Je ne Mhm. suis pas obligé de tout étaler, mais là, tu es informé sur le lieu. Tu ne vas pas me dire, ah ben, je ne savais pas où. Ah, je me suis trompé, c'était flou, les personnes, etc. Non, je donne juste les informations qu'il faut. S'il ne vient pas, dans un premier temps, je peux donner un avertissement. Mhm. La deuxième fois, ça peut être qualifié comme faute grave Très bien. parce qu'elle peut être très préjudiciable à l'entreprise si sa valeur ajoutée est importante. Mhm. J'imagine un chef cuisinier dans un hôtel ou dans un restaurant qui n'assiste pas à une réunion où il y a des fournisseurs qui vont nous fournir du saumon, du brocoli, du radis, des choses que lui a besoin, que la clientèle exige. Donc le jour J, le chef cuisinier me dit, ah, j'ai pas ce qu'il faut, c'est pas comme ça, c'est pas ce que je demandais. Mais la réunion dans laquelle on devait spécifier ça, tu étais censé être présent. Tu n'es pas là. Donc, c'est préjudiciable. Mes clients ne vont pas être satisfaits parce que la forme du radis, ce n'est pas celle qu'il y a. Le saumon n'était pas suffisamment frais et il fallait le faire de cette manière, l'assaisonnement, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui peut être très préjudiciable à l'entreprise et qui peut être facilement assimilé à une faute grave. Stade Matsour, avec l'expérience qui est la vôtre, le recul que vous avez sur ces questions-là, notamment de droit social, droit du travail, comment est-ce que vous avez vu évoluer la relation entre employeur et salarié? Quels enseignements vous en tirez aujourd'hui et comment est-ce que vous la voyez évoluer dans le futur de manière à pouvoir avoir des attitudes ou des comportements adaptés et anticiper les risques et les situations conflictuelles qui peuvent survenir? Je pense que le Maroc, globalement, a évolué à pas de géant. Et j'en suis vraiment très, très content. Je suis très fier d'être marocain, d'être aussi, puisqu'on est dans le mois sacré, d'être musulman. J'en suis fier aussi. Les gouvernements qui ont succédé le Maroc ont travaillé et ont fait des choses extraordinaires. Bien qu'ils aient aussi des défaillances, c'est normal. Mais il y a des choses qui ont été réalisées qui sont extraordinaires qu'aujourd'hui, on se soit dans une situation très correcte dans des relations bien définies entre l'employeur et les salariés, entre les entreprises, les prestataires, les partenaires, l'État, les impôts, les administrations publiques, etc. Et jusqu'à même pas quelques jours, il y a la sortie de la dernière loi sur la grève, qui est un point épineux que les gouvernements passés n'osaient pas sortir parce que c'était un point très, très chaud, discuter avec les syndicats, etc. Ils ont quand même réussi. Je peux me permettre de dire que peut-être, je n'ai pas encore analysé toute la loi, mais de prime abord, on n'est pas satisfait de la consistance de cette loi de grève. Mais il y a cette loi qui est sortie. Elle a le mérite d'exister. On n'est pas satisfait de la loi sur les travailleurs de maison, mais il y a la loi qui est sortie. Ces pas sont louables. Ces initiatives sont louables. Et tout texte de loi est perfectible. Mais non, il faut travailler sur la perfection et le perfectionnement de ce travail qui a été fait. Mais globalement, c'est très prometteur, c'est très positif. Il faut juste qu'on travaille sur l'éthique, l'éducation, la moralité, la morale, hein, pour équilibrer un peu les Les choses. rapports entre Oui. employeurs et salariés. Dans le contexte aussi international, on voit que les évolutions technologiques sont en train d'avancer à une vitesse extraordinaire. Quel impact est-ce que ça peut avoir aussi dans le rapport entre salariés? Technologie, hein, même le arsenal juridique, on est pratiquement vers le clonage de la législation européenne, sauf quelques spécificités qui sont propres à l'Europe ou des spécificités propres au Maroc. Mais sinon, globalement, moi, quand je suis dans un litige à l'international entre un salarié et une entreprise, je me trouve très familier avec le droit français, avec le droit belge, avec quelques différences, petites différences. Merci beaucoup, Cédric Matsour. Merci pour votre expertise, merci pour votre éclairage, merci pour votre franc-parler légendaire et
Et c'est pour ça aussi qu'on aime vous recevoir sur ces questions qui nous concernent tous. Et sur la base de ce que vous venez de dire à l'instant, effectivement, quand on est chef d'entreprise, quand on est créateur d'un projet qu'on se lance, il faut avoir à la fois cette vision micro, parce qu'on est dans un environnement spécifique, on est sur une activité spécifique, mais il faut aussi avoir cette vision et ce regard macro pour prendre l'ampleur et la mesure du lieu où l'on se trouve à l'échelle internationale et puis saisir les opportunités qui émergent de l'évolution de la législation que vous évoquiez et des opportunités aussi qui peuvent émerger. On voit ce que font notamment les startups qui sont des petites structures qui arrivent à exploser à l'international, donc des opportunités qui peuvent provenir de l'étranger. Merci infiniment, si jamais Mathieu, encore une fois, de nous avoir accompagnés pendant cette petite heure et demie et de nous avoir éclairés sur ces différents aspects. Merci à tous ceux qui ont organisé cette conférence, à la Fondation Création d'entreprises notamment, et puis on se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets qui vous préoccupent et qui vous intéressent, vous porteur de projets et créateur d'entreprises. À très bientôt, très bonne journée. Wa washoun